Vous aimez l'automobile? Vous aimez le mystère? Vous aimez les histoires, les belles histoires? Vous êtes passionné? Eh bien écoutez, on a pensé à vous. On a créé une chaîne dédiée justement à l'automobile et à son histoire. Je me suis rendu compte avec les années que souvent on ne se rend pas compte que des voitures anciennes, qu'on assimile souvent à des tacos, sont des voitures qui ont été exceptionnelles à leurs époques. Et on a tendance, malheureusement, à les oublier, à les mettre dans des garages, dans des musées. Et j'ai envie de faire revivre cette passion qui nous anime tant, justement, et de vous parler des personnes qui ont créé ces voitures, à leurs époques, des idoles, malheureusement oubliées, disparues. Et notre but, c'est aujourd'hui de vous mettre en perspective tout ce qui s'est passé et de vous expliquer le pourquoi du comment de toutes ces histoires. Nous sommes aujourd'hui au château de Dietrich à Reichshofen en Alsace, dans le nord de l'Alsace. Et il s'est passé beaucoup de choses ici. C'est presque le berceau de l'automobile en Alsace. D'ailleurs, c'est le berceau. Appelons un chat un chat. On va vous raconter ce qui s'est passé ici il y a plus d'un siècle. Vous allez être, je pense, agréablement surpris parce que ça mérite vraiment le détour. Et dans cette émission qu'on va créer qui s'appelle 1001%, il y aura également des essais routiers classiques, plus conventionnels. Il y aura également les salons de voitures anciennes ou récentes, notamment celui de Bologne qui a lieu chaque année fin octobre en Italie. Le salon Epoch Auto qui a lieu début novembre chaque année en France, très très beau salon. Et puis il y aura bien sûr le festival Bugatti qui a lieu chaque année au mois de septembre à Molsheim, qui rend hommage au créateur de la marque pendant plus de 3 jours. Et c'est juste magnifique à venir voir absolument si vous avez l'occasion. J'aime le mystère, donc je vous raconterai des histoires qui parleront de personnages sans les nommer. Ça sera à vous de deviner de qui on parle et vous allez découvrir ce qu'ils ont fait, que ce soit homme ou femme, peu importe. Nous allons essayer, grâce à cette passion, à vous transmettre ce que nous ressentons avec des voitures que nous allons redécouvrir, vous présenter ces voitures, qu'elles soient anciennes ou plus récentes, et nous espérons que vous aurez la fibre, effectivement, qui va se révéler de les revoir. Pas forcément dans des musées, justement, mais sur la route. Et de parler avec leurs propriétaires, qui nous parlent de cette passion qu'ils ont vouée à ces voitures, peut-être parfois pendant toute leur vie. Et pour ce faire, il y a un point que j'apprécie énormément, c'est le fait de redécouvrir toutes ces histoires dans les contextes de l'histoire, c'est-à-dire de vous emmener dans les lieux où se sont passées ces choses. Alors c'est pas forcément simple, ça prendra du temps, mais j'y tiens. J'ai envie de vous montrer ces endroits où les personnes sont nées, où elles ont vécu, où elles ont pu travailler. Alors évidemment, plus de 100 ans plus tard, beaucoup d'endroits ont été détruits, les guerres sont passées par là également, mais il reste beaucoup d'éléments à voir. Par exemple, prenons le cas que vous connaissez tous vu que vous êtes français, de la marque Citroën. Cette marque appartenait à André Citroën. Pourtant, avant la Seconde Guerre mondiale, il a perdu la marque. Pourquoi? Comment? Mystère. On vous l'expliquera. Mais ça, c'était un cas parmi tant d'autres, effectivement. Pourquoi également, quand on se pose la question, après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on avait tant de marques prestigieuses en France, comme Delahaye, Delage, Hispano-Suiza, pourquoi la plupart de ces marques ont disparu après la Seconde Guerre mondiale? Il y a une raison à ça. On vous l'expliquera également. Et pour aussi comprendre l'automobile en général, il faut savoir qu'il y a plusieurs périodes. Si vous êtes néophyte, effectivement, on va dire que la période la plus récente, on appelle des voitures qui ont 20 ans ou plus, des Youngtimers, des voitures des années 70-60, des Oldtimers, les avant-guerres s'appellent des avant-guerres, et les voitures avant la Première Guerre mondiale s'appellent des ancêtres. Toutes ces périodes sont importantes pour la compréhension de l'histoire. Et j'espère que ces histoires vous plairont, et on fera de notre mieux pour vous les raconter de manière plus précise. Ça aussi, c'est un point très important. Lorsque je dis précise, ça sous-entend que les recherches que nous devons faire prennent un temps considérable. Là aussi, il y a matière à discuter, parce que beaucoup de gens ont écrit des choses, mais parfois n'ont pas vérifié ces éléments. Et souvent, j'ai pu me rendre compte, qu'on prend des éléments d'une histoire, on la voit, on la lit, on la reproduit, on la diffuse, mais sans vérifier la source. Et pour vérifier les sources, ça prend un temps considérable, pour ne pas dire une vie parfois.
Alors pardon d'avance s'il y a des erreurs, on fera de notre mieux pour être le plus juste possible. Et puis il y aura aussi ce qu'on appelle les sorties de grange. Alors pour les néophytes, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Voitures abandonnées, oubliées depuis parfois extrêmement longtemps, qui ont vécu des histoires par leurs précédents propriétaires, et qu'on va essayer de faire revivre en les filmant, et parfois en montrant, en documentant, une réalisation de restauration complète. Plus rare, mais à faire également. Aussi, les courts-métrages où on fera des mises en scène totales avec les voitures d'époque et les gens habillés en costume d'époque, afin que vous compreniez mieux les situations vécues par ces personnages, justement. Et maintenant, je vous emmène aux archives de la Fondation de Dietrich, dans une aile du château. Comme je l'avais dit précédemment, nous sommes aux archives de Dietrich. Elles ont une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'elles recèlent ici des documents qui ont quasiment 200 ans. La partie métallurgique mécanique a commencé dans les années 1830, bien avant pour les forges. Alors vous allez vous dire, mais quel lien avec l'automobile? Eh bien justement, figurez-vous que de Dietrich a été à la base de la création de 3 marques, de manière directe ou indirecte. 2 marques mythiques qui ont disparu. Pour vous donner un exemple. Une des 3 marques disparues a été la 4e marque produite en France entre les 2 guerres mondiales. Une autre marque disparue a gagné 2 fois les 24 heures du Mans. Et la dernière marque qui n'est pas disparue, vous la connaissez quasiment tous. Mais laissez-nous un peu de temps, on vous en parlera prochainement. Au niveau des archives de Dietrich, vous avez des gens qui régulièrement viennent ici, des historiens, des personnes qui font des recherches sur le ferroviaire ou sur l'histoire d'Alsace, parce que tout est classé et documenté, vous allez voir. Il y a régulièrement des personnes, mais chut, pas trop fort. Elles font des recherches. Comme vous le voyez, les personnes ici présentes sont très assidues et font des recherches parfois très très longues. Mais tout est classifié de 1700 et quelques. Et les plus anciennes archives datent de 1275. Car de Dietrich, c'est aussi, en plus du ferroviaire, la partie chauffage, très connue de beaucoup de monde justement. Et vous avez tous les calques, les précisions de tout ce qui est four, fourneau qu'ils ont créé à l'époque, encore en partie sérigraphique ou sur verre. Tout est là, dans chaque détail. Chaque partie de fonte ou autre est ici. Vous pouvez tout reproduire, à condition bien sûr d'avoir les personnes compétentes pour le faire. Un exemple concret de ce dont je parlais tout à l'heure, par exemple, l'omnibus 10 places de 1901. C'est le Dietrich qui l'a construit, on peut appeler ça l'un des ancêtres des autocars, clairement. Et c'est qu'une partie de ce que cette entreprise a su faire à l'époque pour l'automobile ou pour les véhicules motorisés. Et maintenant, l'interview d'Henri Mélon, le président de l'association de Dietrich. Alors bonsoir Henri, merci beaucoup de nous accueillir dans votre beau château. Bonsoir Jean. Parlez-nous un petit peu de la fondation de Dietrich que vous présidez. Alors, je dirige l'association de Dietrich, qui est une association à vocation de gérer un fonds privé lié à l'aventure de Dietrich. Donc c'est un fonds qui a été rassemblé par les dons de différentes personnes, mais surtout par le don de toutes les archives de l'entreprise de Dietrich en 1996. Et en quelle année a été créée l'association? Alors, elle a été créée il y a 40 ans à peu près, mais c'était une petite association. Et en 1996, elle a eu une mission d'utilité publique qui a été reconnue par les préfectures, donc elle a pris une dimension supérieure, et c'est à ce moment-là qu'elle a reçu la dotation de l'entreprise. Et à qui sont ouvertes ces archives? Alors, les archives ne sont pas ouvertes au public, mais sont ouvertes à toutes les personnes qui sont intéressées et qui sont en général des chercheurs ou des groupes à vocation culturelle. Dans le cadre de notre mission d'utilité publique, nous nous efforçons d'ouvrir dans les meilleures conditions à la fois nos archives et nos locaux. Henri, parlez-nous un petit peu de l'histoire qui est liée avec de Dietrich à l'automobile. Alors, l'histoire automobile est très ancienne,
puisque de Dietrich, très tôt, cherchait toujours à diversifier ses fabrications. Et grâce à Adrien de Turckheim, on a été en contact avec Bollé à la fin du 19e siècle. Donc ça a démarré assez tôt, sous l'impulsion d'Adrien Turckheim qui avait des idées nouvelles. Et c'est resté jusqu'en 1904 dans l'entreprise de Dietrich. Et ça a continué avec les Turckheim plus tard. Mais donc on a eu cette période fin du 19e jusqu'à 1904 où c'était une partie importante de notre entreprise, où il y avait beaucoup de sommes dépensées pour investir. Et qu'est-ce qui a été le coup de finale à l'arrêt de la production de ces voitures? Alors, pour moi, c'était une difficulté à investir à la fois dans le ferroviaire et dans l'automobile. Et à l'époque, on disait que les capitaux auraient été forcément allemands, alors qu'on voulait absolument rester indépendant. Mais voilà, on ne sait pas très bien, c'est un peu mystérieux. En tout cas, il y avait certainement aussi des aspects un peu personnels et culturels face à l'automobile qui était vraiment quelque chose de très nouveau à l'époque. Il y avait beaucoup de familles où certains étaient pour l'automobile et d'autres contre. Et on cite toujours l'histoire des deux dans la famille qui étaient deux frères, hein, Charles qui était pour le cheval et Eugène pour l'automobile. Donc vous connaissez l'histoire, ils avaient fait une course, hein. L'automobile est tombée en panne. Charles, victorieux, a dit l'automobile n'a aucun avenir et on aurait arrêté l'automobile à ce moment-là. Mais je ne pense que ce n'est pas la seule raison. Il y avait aussi des faits objectifs que le début de l'automobile était extrêmement coûteux en investissement. Il y avait énormément de changements, une innovation permanente, donc c'était très difficile à suivre. Alors que nous, on était déjà un industriel ancien, on cherchait des métiers matures pour occuper les ouvriers dans les usines, avec si possible des séries comme le ferroviaire assez importantes et régulières. Si je ne dis pas de bêtises, ont été construits par de Dietrich des automobiles, mais également je crois, genre d'autocars, ou de bus, ou de camions. Il y a eu quelques camions, mais surtout par Lorraine Dietrich. Donc à Lunéville. Voilà, Ok. Pas à Reichshoffen. assez peu, je crois, hein. Et on avait souvent le même moteur pour la voiture, le petit camion. De toute façon, au début, on avait une automobile qui ressemblait à une voiture à cheval avec un moteur en dessous, hein. Mais il y a eu vraiment une belle épopée du bus et du camion initié par les établissements de Lunéville. Eh bien Henri, merci beaucoup pour votre accueil, pour le temps qu'on va passer chez vous, et on espère se revoir très bientôt. Merci pour votre intérêt. Vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup.